Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Mediapart Live continue. Nous venons de sortir d'un plateau qui concernait l'affaire Beaupin. Et au moment où le procès en diffamation de l'affaire Beaupin se terminait, quelques jours après, étaient révélés des faits de harcèlement liés à cette fameuse Ligue du LOL, dont vous avez sans doute entendu parler, sur laquelle Mediapart a consacré plusieurs articles. Et puis d'autres médias, dans la foulée, ont été mis en cause. Et c'est pourquoi nous avons voulu réaliser ce plateau pour interroger ces faits qui se sont passés dans un champ professionnel avec assez de gravité pour que ça vaille le coup d'en parler, mais aussi avec une importance particulière puisque c'est évidemment dans ce champ particulier, les médias, que se raconte la société et donc les faits de harcèlement, de sexisme, de violences sexuelles qui ont lieu ailleurs. Et donc c'est de tout cela dont on va parler avec Lénaïque Bredou qui m'a rejoint pour l'animation de ce plateau. Je vais présenter nos invités. Nous avons trois journalistes. Aurélia End, vous êtes journaliste à l'AFP. Oui. Mélanie Wanga, vous êtes journaliste, vous avez été notamment victime de cette fameuse Ligue du LOL, on va en parler tout de suite avec vous. Rachel excusez-moi, Gara Valcarcel, voilà, c'est l'heure qui passe. Vous êtes journaliste également, vous êtes porte-parole de l'AJL, c'est à ce titre-là qu'on vous a invité. Vous êtes aussi membre de Prenons la Une. Non, pas moi. Membre, en tout cas, vous en connaissez beaucoup dans Prenons la Une. Et puis, Marie-Hélène Smiéjean, tu es on peut se tutoyer puisqu'on se côtoie à Mediapart et tu es directrice générale du journal. Et on va parler avec toi notamment des préconisations qui peuvent être mises en œuvre dans les différents médias. C'est un volet aussi qu'on tenait à aborder pour parler des solutions et pas simplement dresser des constats. On va commencer avec vous, je le disais, Mélanie Wanga, puisque vous avez témoigné ces derniers jours des agissements de la Ligue du LOL qui vous ont visé. On rappelle que c'est un groupe de journalistes, pas seulement des communicants, des publicitaires également, qui à l'époque étaient âgés d'une trentaine d'années et qui ont harcelé sur les réseaux sociaux, et c'est allé au-delà, des personnes et notamment des femmes. Peut-être racontez-nous votre histoire, les faits dont vous avez été victime et ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez prendre la parole et être entendu. D'accord. Alors, il faut se replacer dans un monde qui est assez différent de celui d'aujourd'hui. Donc, Twitter, entre 2010 et 2013 à peu près. Dans le petit monde des jeunes journalistes web, parce que c'était une tranche très particulière de journalistes. Ce n'était pas des journalistes âgés, déjà en poste depuis très longtemps. C'était des jeunes journalistes, comme on les appelait 2.0 à l'époque, qui sortaient d'école et qui commençaient leur carrière à Paris. Donc, c'était un peu ça l'ambiance. Tout le monde avait autour de 25-30 ans, entre 25 et 30 ans. Et effectivement, il y a très vite un petit groupe qui s'est détaché en termes d'influence, à savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de gens sur Twitter. C'était encore, en tout cas dans la sphère médiatique, c'était encore assez réduit. Et en fait, ces gens-là se sont très vite détachés parce qu'ils avaient instauré une espèce de culture du clash, comme ils aimaient à dire, qui consistait à faire des blagues, à faire des fois aussi des insultes. Et ils avaient contribué vraiment à créer cette culture sur Twitter. Et à l'époque, moi personnellement, je suis allée sur Twitter parce que ça m'intriguait, je voulais savoir ce que c'était. J'étais curieuse en tant que journaliste de voir comment on pouvait utiliser ce nouveau média. Et effectivement, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait ce petit clan de gens. Alors, c'est venu après le fait qu'on sache qu'il y avait un groupe de la Ligue du LOL. Voilà. Moi, ce qui s'est passé... Il faut rappeler que ce n'était pas du tout officiel. Voilà, non, c'était officieux. Mais en fait, après, comme le milieu était petit, tout se savait un petit peu. Moi, je sais que ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que à partir de 2012 jusqu'à la fin 2013, j'ai commencé vraiment à recevoir des messages assez violents, sexistes et racistes. Moi, c'était vraiment ça. Quand on me demande comment ça se manifestait, je dirais que ça se manifeste comme des raids. C'est-à-dire que voilà, vous postiez quelque chose sur Twitter à l'époque et puis d'un coup, vous aviez une dizaine, une vingtaine de personnes qui arrivaient, à qui vous n'aviez jamais parlé et qui soit vous insultaient, soit faisaient des tweets qui se moquaient de vos capacités de journaliste, de vos capacités de réflexion, de votre travail. Alors moi, ce qui se passait, c'était que j'évoquais aussi des thématiques qui étaient féministes. En fait, je parlais déjà de féministes
de féminisme. Et de racisme aussi, puisque j'ai écouté une interview, vous parlez du phénomène du blackface que vous dénonciez, et ils vous ont repris notamment. Oui, mais en fait, les curseurs ont changé. C'est-à-dire que maintenant, c'est des sujets qui sont évoqués quand même dans la presse française assez régulièrement. Mais très franchement, en 2012-2013, vous parliez de blackface et de culture du viol. On vous disait, oh, tu vas un peu loin quand même. Enfin, du coup, c'est vrai que là, je pense que c'était des concepts qui n'étaient pas du tout rentrés dans le on va dire, le langage public et très frontalement, ils me sont tombés dessus, quoi. En gros, le message, c'était t'es complètement débile, pourquoi tu parles de ça? Ce qui peut s'entendre, on peut ne pas être d'accord, mais là, en fait, ce qui était problématique, c'est que c'était des gens qui étaient en poste dans des médias, en fait, dans des grands médias. Et qui ne mettaient pas seulement en cause ce que vous disiez, mais vous-même. Du coup. Voilà, et en plus, c'était des gens avec qui je n'avais jamais interagi avant. Donc, d'un coup, vous avez un journaliste dans un média très connu qui arrivait et qui vous traitait de débile. Donc, en fait, c'est vrai que c'était assez déstabilisant en tant que jeune journaliste qui essayait de trouver les thématiques sur lesquelles, en tout cas, moi, j'avais envie de travailler. Et ça n'arrivait pas qu'à moi. C'est là où j'ai quand même compris quelque chose, c'est-à-dire que j'avais déjà noué des amitiés avec d'autres journalistes et je voyais aussi d'autres personnes à qui ça arrivait. Et j'ai quand même assez rapidement vu qu'il y avait cette espèce de... C'était toujours les mêmes personnes qui arrivaient en groupe. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je suis partie fin 2013 parce que c'était arrivé à un moment où, quand ils voyaient que la personne réagissait et que la personne continuait à tweeter, on va dire, ça montait en puissance. Et moi, sur la fin de 2013, effectivement, c'est l'affaire de la blackface où je me suis dit, bon, si c'est pour me prendre des insultes racistes du type on se retrouve au KFC ou ça donne envie d'adhérer au Ku Klux Klan, de lire tes tweets. En fait, voilà. Moi, Et puis, ça veut dire que vous avez quitté Twitter. Donc, vous avez été en quelque sorte exclu par ce groupe informel, quoi. J'ai quitté Twitter parce que je ne le vivais pas très bien, en fait, ces messages. Et en tant que journaliste, effectivement, ce n'était pas anodin de quitter Twitter parce qu'après, c'est devenu quand même un outil indispensable. Mais à ce moment-là, je ne le vivais pas bien. Et puis, il y avait vraiment des conséquences émotionnelles. Et même sur ma confiance en moi, dans mon travail, il y avait vraiment quelque chose qui devenait assez lourd. Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, bon, ça ne vaut pas la peine de revenir, de rester sur Twitter. Et je suis revenue il y a quelques jours pour parler de mon expérience. Voilà. Bon, on a vu effectivement dans plusieurs témoignages cette espèce d'interdit professionnel que ça a créé, parce que vous le disiez, mais je pense qu'il faut le souligner, qu'il y a ça visait beaucoup de jeunes femmes racisées, notamment, qui se sont senties exclues d'un champ professionnel. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, en fait, je ne pourrais jamais faire carrière dans ce métier? Ouais, très clairement. Ouais. Parce que... Alors, maintenant, ça a un petit peu changé, mais à l'époque, en tout cas sur Twitter, je me sentais très seule en tant que femme noire journaliste, jeune journaliste. J'en voyais pas énormément d'autres et j'étais un peu en recherche de modèles. Et en fait, effectivement, je voyais que ces gens en fait, qui étaient mis en valeur, qui étaient admirés, qui étaient très suivis, personne ne me ressemblait. Donc, effectivement, je me disais, bon, peut-être que en fait, j'ai pas frappé à la bonne porte, peut-être que j'ai pas choisi le bon métier. Mais effectivement, de toute façon, dans la Ligue du LOL, on le voit. Ça, c'est tout le monde est blanc, en fait, déjà. Après, il y avait quelques femmes qui ont aussi participé et qui côtoyaient en fait ces gens-là. Mais très clairement, maintenant, l'image est très claire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est un groupe d'hommes blancs qui a assis son pouvoir en écrasant les minorités. Mais sur le moment, on ne se rend pas trop compte. On se dit juste, en fait, s'il me harcèle, c'est qu'il doit vraiment y avoir un problème avec moi. Alors qu'en fait, non, c'était un problème beaucoup plus systémique. Aurélia Haine, Rachel Garabal-Carcel, est-ce que vous avez été surprise l'une et l'autre des révélations sur la Ligue du LOL, puis sur le Huffington Post et la radio Bière Foot, cette messagerie interne où se sont échangés un grand nombre d'injures racistes, sexistes, homophobes, et sur les Inrocks dont on a un peu raconté ce qui se passait aussi sur Mediapart. Est-ce que vous avez été surprise par cette espèce d'avalanche de révélations? Alors peut-être pour commencer, moi je suis sur Twitter depuis longtemps et je dois dire qu'à l'époque, je n'avais rien vu, mais alors ça ne veut rien dire, parce que typiquement ce genre d'entreprise de domination et de harcèlement, si on commence à dire moi j'ai rien subi, j'ai rien vu, donc ça n'a pas existé, ça peut pas être vrai. Ensuite, est-ce que j'ai été surprise? J'ai été choquée, vraiment par la violence des propos qui avaient été tenus, par la douleur des victimes, et au fond de moi, il y a quand même une part de moi qui n'était pas extrêmement surprise, parce que tout ce qui est
ressorti derrière. C'est cette culture du boys band, c'est-à-dire c'est cette culture très, très masculine, très on est des gars, on roule des mécaniques, etc. C'est pas quelque chose qui est cantonné au monde des médias, mais c'est quelque chose qu'on sent quand même et qui a dans cette culture web. À un moment, c'est vrai que notre profession s'est trouvé des espèces de nouvelles idoles comme ça qui sont montées très vite parce que tout à coup c'était neuf, c'était brillant, c'est des garçons qui avaient de la répartie avec une espèce de méchanceté, etc. Et je pense qu'on s'est pas interrogé non plus sur ce que ça voulait dire. Donc il y a une partie de moi qui a été vraiment choquée, honnêtement choquée. Mais au fond, je me suis dit, est-ce que c'est si surprenant que ça? Est-ce que nous, collectivement, comme profession, on n'a pas un peu fermé les yeux en se dotant comme ça de petits roitelets, en quelque sorte, qui ont usé de leur pouvoir? Et dans tous les cas, il était temps que ça sorte, parce que je crois que les médias français n'avaient pas eu leur moment MeToo, très, très, très clairement pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je partage. Je pense, moi, j'ai eu un état de sidération, l'ampleur. Moi, j'ai eu du mal à décrocher Twitter à partir du vendredi soir où c'est sorti. Est-ce que chaque témoignage était plus sidérant que le précédent? Mais effectivement, à la JL, on travaille sur ces questions-là. Alors, juste la JL pour ceux L'association des journalistes LGBTI. Et on ne découvre pas ça. Le Boys Club, c'est vieux comme le monde, quoi. Le fait de disqualifier les femmes, de les exclure de certaines places, ça a toujours existé, au moins depuis que les femmes tentent de prendre ces places-là, quoi. Il ne faudrait pas... évidemment, cet événement est important, ce qu'ont subi les victimes est important, mais il faut avoir bien conscience que c'est bien au-delà que ce groupe d'une trentaine de garçons, et pas seulement, mais principalement. Et on l'a vu d'ailleurs dans les jours qui ont suivi, les révélations au Huffington Post, à Vice, etc. Ouais. On se posait la question sur, peut-être d'abord vous, Mélanie Mongas, sur les conséquences. Vous avez commencé à en parler en disant que du coup vous étiez sorti de cet espace qui était si important professionnellement. Est-ce que vous estimez que du coup il y a eu des conséquences plus lourdes sur votre accès éventuel à des postes, à des employeurs, et peut-être plus positivement, comment vous avez sublimé ça, entre guillemets? Oui, il y a eu des conséquences directes dans le sens où je savais que je pouvais potentiellement un jour être amenée à travailler avec ces personnes-là. Et ça, c'est très, très pesant quand on évolue, parce qu'on se dit, voilà, il y a certains endroits, si j'y vais, c'est un peu leur territoire. On sait au final quels médias ils avaient décidé de faire vraiment leur chez eux, quoi. Et en fait, c'était vraiment une prise de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils s'étaient cooptés dans ces médias-là, et ils avaient, comme ils disent, resserré les rangs, en fait. Il y en a un d'eux qui a utilisé cette expression dans ses excuses, et je trouve que c'est très parlant de dire on resserre les rangs. On resserre les rangs, pourquoi, contre qui, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils le font. Et effectivement, moi... J'avais vraiment peur, et je pense que je ne suis pas la seule victime à avoir parlé de ça comme ça, c'est que il y a vraiment un sentiment de on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que si on va aller dans tel média, on ne va pas nous dire « Ah non, mais en fait, on m'a parlé de toi et c'est pas possible, tu ne travailleras jamais ici. » Donc il y a vraiment une perte de légitimité, de crédibilité qui nous affecte. Et moi, personnellement, j'ai pris un peu un chemin de traverse qui a été de vraiment... porter toute ma parole sur le féminisme et sur l'antiracisme à travers des projets. J'ai créé des podcasts, j'ai créé 2 podcasts, j'ai créé une newsletter féministe. Enfin, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à trouver ce que je voulais dire et à être entendue aussi. Et j'ai eu de la chance, puisqu'effectivement, le féminisme, entre-temps, est devenu hype. Et donc, voilà, c'est ce qui n'était pas au début des années 2010. Et ce que je tenais à ajouter, c'est que c'était très frappant. Entre 2010 et 2015, 2015, c'est vraiment le moment où... on a vu certains de ces jeunes gens qui étaient dans la Ligue du LOL commencer à écrire sur des thématiques féministes, des articles sur le cyberharcèlement en disant c'est pas bien de cyberharceler les femmes. Comment s'organisent ces groupes de 18-25 qui harcèlent les femmes? Je vais essayer de vous expliquer ce phénomène. Enfin, moi, quand je lisais des articles comme ça, j'étais à signer des tribunes contre le cyberharcèlement des journalistes. Enfin, j'étais très choquée. Et effectivement, vous parliez d'un état de sidération. Nous, on était, moi et les personnes qui ont été victimes, c'est-à-dire que ça fait 10 ans. Ça a commencé en 2009, c'est sorti en 2019. Entre-temps, c'était un secret qu'on s'échangeait un petit peu, on en parlait de temps en temps, mais sans vouloir donner de nom, parce qu'on avait peur aussi d'une potentielle diffamation. Enfin,
c'était très compliqué comme situation. On m'a aussi beaucoup demandé pourquoi vous n'êtes pas allé en parler au chef de ces gens-là. Mais c'est très compliqué. Quand on est une journaliste externe à une rédaction, d'arriver de dire bonjour, alors en fait, je voulais vous dire que vos journalistes ont harcelé. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et effectivement, les gens disent que c'est très bizarre que ça ait mis du temps à sortir, mais c'est normal au final. L'état de sidération que vous évoquiez, Rachel Valcarcel, est-ce qu'il vient aussi de ça, de cette sorte d'abysse entre des gens qui se sont un peu réinventés, effectivement, féministes, en contradiction totale avec certains actes qu'ils avaient pu avoir par le passé? Est-ce que c'est quelque chose de classique qu'on a déjà vu dans d'autres cas? Je n'ai pas une typologie parfaite de la situation, mais peut-être que c'est le fait qu'il soit dans les médias, vu comme étant des médias de gauche, qui a peut-être retardé ça. Est-ce que en parler, c'est pas nuire à la cause, etc. Moi, ce qui me revient en tête, c'est l'expression qu'avait utilisée Marie Kirchhoff après MeToo, c'est-à-dire que c'est moins une libération de la parole qu'une libération de l'écoute, en fait. Bien sûr que là, quand l'article de Libération est sorti, du coup, là, on peut dérouler la plotte. Mais en fait, s'il n'y a pas d'oreille pour écouter ces récits-là, ça ne prend pas. Et du coup, les médias ne s'y intéressent pas. Il n'y a pas d'autres affaires qui sortent, quoi. Je crois qu'il y a un contexte qui a manifestement changé. Aurélia End, est-ce que vous aussi, vous pensez que ce contexte a changé radicalement dans l'écoute de ces récits, premièrement, et deuxièmement, tout à l'heure, vous disiez que vous n'étiez qu'à moitié surprise, en fait, par ces révélations. Est-ce que vous aussi, vous pensez que la presse est une sorte de boys club géant, un peu à l'image des fraternités américaines? C'est ça l'imaginaire qu'il y a dans ce groupe de la Ligue du LOL, mais vraiment d'un milieu très masculin, en tout cas avec des codes très masculins, parce que c'est un milieu qui se féminise énormément, mais avec des codes qui restent très masculins, qui ont été construits comme ça, et qui induit une sorte d'ambiance assez excluante, en fait, finalement, pour les femmes qui travaillent. Je crois que c'est même pas seulement une ambiance. À un moment, il s'agit de protéger des privilèges qui sont aussi des privilèges économiques, c'est-à-dire la possibilité de se coopter à des postes, la possibilité de donner des piges, de donner des contrats, etc. Et c'est vrai que la presse française, alors ça bouge. Là, récemment, il y a les collègues des Échos, par exemple, qui ont revendiqué de faire sauter le plafond de verre, etc. Mais c'est vrai que ça a pris du temps, parce que MeToo, ça remonte quand même déjà un petit peu. Et là, peut-être que ce qui émerge enfin, c'est des femmes journalistes, mais comme vous, qui ont trouvé aussi d'autres modes d'expression, qui passent peut-être moins par les médias traditionnels, etc., et qui viennent interroger tout ça. Mais cette mentalité-là, moi je crois profondément qu'elle n'explosera vraiment que lorsque les femmes... Il ne s'agit pas seulement de féminiser une profession, il s'agit aussi que les femmes, elles accèdent aux manettes, aux décisions rédactionnelles, aux décisions d'embauche, etc. Parce que, moi, mon expérience à l'AFP, on est 43% de femmes, 57% d'hommes parmi les journalistes. Et il y a 10 ans déjà, il y avait une grande mobilisation, justement, parce que les femmes n'en pouvaient plus de buter, en fait, sur des postes et de tout le temps être envoyées, en gros, pas à leur cuisinière, mais presque. Voilà, quand elles prétendaient quelque chose. Et là, de fait, quand vous avez une conférence de rédaction qui est dirigée par une femme, avec des chefs de service femmes qui sont autour de la table, les blagues salaces, on les ravale. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est une question de jeu de pouvoir et de jeu d'influence. Et moi, je crois profondément que ça passera par ça, par des femmes qui montent et par aussi, pas seulement des femmes, mais la diversité la plus grande possible dans les salles de rédaction, pour que, au lieu de rire les uns sur les autres, les gens fassent des blagues, mais on rit tous ensemble, en fait. Voilà, parce que à mon avis, c'est ça un des enjeux majeurs maintenant. Et vous parliez des hommes qui se cooptent entre eux. Et ça passait très bien jusque-là, si je puis dire. Ce serait dans des groupes de personnes racisées, dans des groupes de personnes LGBT, on parlerait tout de suite de communautarisme. Alors que là, finalement, c'est naturel, quoi. Alors, vous commencez à évoquer des dimensions systémiques, en fait, du problème, et qui nous rappellent aussi que le problème, évidemment, n'est pas du tout neuf et ne date pas de cette génération de journalistes. On va regarder un petit extrait d'une journaliste, Astrid de Vilaine, qui était venue s'exprimer chez nous sur ce qu'elle avait subi par Frédérica Aziza, qui n'avait récolté qu'un rappel à la loi. On va écouter ses propos et puis on en rediscute après. C'est un extrait qu'on avait monté à l'époque de son intervention. Quand vous dites « je me suis sentie salie », moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Quand vous dites « j'attends qu'une chose », enfin, j'ai entendu seulement le mot « condamnation », moi, c'est pareil, j'attends que ça, en fait, qu'il y ait une condamnation, parce que je pense que ça permet de passer à autre chose. Après, ce qui est vrai, c'est que c'est dur de porter plainte,
c'est une hésitation extrêmement longue. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Ça a duré 3 ans. Et les 3 derniers mois, c'était des hésitations du quotidien. Donc, on est tiraillés. C'est très dur à vivre. On peut peut-être juste rappeler que donc, vous avez porté plainte pour un fait qui a eu lieu... Une agression sexuelle. Une agression sexuelle qui a eu lieu en novembre 2014. Donc, vous avez mis, comme vous dites, 3 ans à... Oui, parce qu'à l'époque, en 2014, l'écoute n'était pas la même qu'aujourd'hui. Je pense déjà, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore assez ni entendu ni écouté. Mais il faut se souvenir qu'à cette époque-là... si vous voulez, une main aux fesses, c'était pas si grave. C'est ça qu'on vous disait. Moi, c'est ça que j'entendais, en fait. Parce que c'est ça qui vous est arrivé. Oui. Et moi, je le sentais bien que c'était grave, mais quand vous vous dites à quoi ça va servir, c'est pour ça que j'admire que vous ayez porté plainte aussitôt, dans un contexte où on n'était pas dans l'après-MeToo, quoi. Et donc voilà, c'est dur. C'est dur, moi mon avocat il m'avait prévenu, mais quand même c'est ce que vous dites aussi, c'est-à-dire qu'on est soulagé une fois que c'est fait, quand même. Et moi, malgré les épreuves que j'ai traversées, le fait d'avoir dû quitter cette entreprise et tout ça, je regretterai jamais d'avoir posé cet acte-là, parce qu'on se sent quand même un peu plus libéré. Je pense que c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui se demandent est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je parle, parce que parfois on peut même plus aller devant un tribunal puisque les faits sont prescrits. Et malgré tout, je pense qu'on le regrette jamais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mélanie Wanga, est-ce que vous aussi, vous avez entendu, comme Astrid de Vilaine le rappelait, qui était donc à LCP avant d'en partir, qu'une main en fesse, en fait, c'est pas grave? Oui, bien sûr. Et j'ai plusieurs collègues journalistes femmes qui ont vécu ça dans leur rédaction, et on leur a dit non, mais attends, c'est un père de famille, c'est pas grave. Bah oui, ça fait vraiment partie du quotidien. Et je pense aussi que c'est le choc de l'affaire de la Ligue du LOL vient de là, vient du fait que moralement, on a l'impression que les journalistes sont tenus à une certaine, on va dire, une certaine rigueur, un certain comportement, mais en fait, c'est partout. Enfin, c'est les mêmes personnes partout, quoi. Les gens sont humains, ont des vices humains et font des actes, posent des actes qui sont parfois horribles, quoi, des agressions sexuelles. Et en fait, c'est ça qu'on arrive difficilement à réconcilier aussi quand on est jeune journaliste, parce que c'est un métier souvent qu'on a rêvé de faire depuis très longtemps. On arrive avec beaucoup d'illusions, on croit beaucoup en plein de choses. Et quand on se retrouve confronté à ça, le premier mouvement, c'est de se dire, bon, c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être comme ça que ça se passe, peut-être qu'il ne faut pas que j'en fasse toute une montagne, mais je comprends tout à fait ce qu'elle dit. Il est très, très touchant, son témoignage, parce qu'elle a mis 3 ans et nous, la Ligue du LOL, bah, voilà, c'était 10 ans, quoi. Donc voilà, c'est pas un truc se passe et un mois après, on arrive et on dit attention. Non, c'est très long. Question générale sur l'importance de la formation, du coup, dans le métier, puisque évidemment, pour combattre ça, ça passe aussi par les endroits où les journalistes sont formés. Et il y a eu un collectif d'étudiantes en formation de journalistes qui ont signé une tribune à Libération. Nous demandons des mesures contre le harcèlement dans la profession. Et ils expliquent que ça passe bien par les écoles, par déjà qui va dans les écoles, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plus de diversité aussi dans les profils qui vont dans les écoles, qui sont fermés, que dans ces écoles-là, on fasse attention à ce genre de cas, qu'il y ait des mesures. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Vous pensez que c'est un point crucial dont on n'a pas tellement parlé en fait, quand il s'agissait de la Ligue du LOL? On a parlé de gens déjà établis en quelque sorte. Je pense qu'il faut qu'on en parle, parce que des écoles, il y en a de plus en plus, que le parcours vers la profession est de plus en plus fléché. Il passe de plus en plus par cocher certaines cases, passer des concours et puis des concours, ce qui est une machine en fait à formatage, une machine où on veut pas dépasser. Et puis on est dans une profession qui est précaire. Alors évidemment qu'on va vouloir plaire aux intervenants, essayer de se faire bien voir pour essayer de décrocher un CDD à la sortie, etc. Moi-même, je donne des cours à l'ESJ à Lille. Je sais que là, ils se posent vraiment beaucoup de questions, parce qu'il y a des membres de la Ligue du LOL éminents qui sont passés par là et qui sont revenus donner des cours, etc. Et il faut se poser la question aussi de cette machine à formatage qu'est la formation des journalistes qui produit quand même des journalistes qui se ressemblent un peu tous, et pas seulement sur les femmes. La question de la diversité, elle est très importante aussi. Et moi, je pense que c'est important que là, ça commence, que les étudiants s'en saisissent eux-mêmes. Ça, c'est primordial. Et il faut que les écoles fassent en quelque sorte leur auto-examen, voire leur autocritique quand il y a lieu. Ouais. Dans une société qui est structurellement sexiste, raciste, homophobe, transphobe, lesbophobe, j'en passe,
que ça percole dans l'éducation, ben, c'est presque logique. Donc le problème, il vient de très loin. Mais effectivement, je reviens à ce que je vous disais, sur les concours, sur finalement, c'est pour entrer dans l'une des 14 écoles, même s'il n'y a pas que celle-là, c'est très formatant, si je puis me permettre. Les 14 écoles, c'est des écoles reconnues par la profession. C'est ça qui offre a priori une voie un peu plus royale que les autres. Le problème, c'est qu'il y a plein de populations pour qui ce n'est pas naturel d'aller passer un concours. Moi, j'ai une formation extrêmement classique, Hippocane, Cagne, école de journalisme. On ne fait pas plus classique que ça. Mais parce que voilà, j'ai des parents qui ont fait des études, etc. J'étais dans un milieu qui faisait des études. Il y a plein de gens, c'est pas ça. Mélanie disait tout à l'heure, quand j'étais jeune journaliste, je ne voyais pas de personnes qui me ressemblaient. À un moment donné, s'il n'y a pas de rôle modèle, comme on dit, de personnes racisées, de personnes trans, de personnes ouvertement lesbiennes, qui sont à des postes de journalistes, qui sont à des postes de direction, qui sont à des postes visibles, eh ben, ces personnes-là, quand elles ont 15 ans et qu'elles ont envie de faire ce métier-là, elles hésiteront et peut-être qu'elles finiront par faire autre chose, qu'elles diront c'est pas pour moi, quoi. Et du coup, oui, les écoles pourront dire ouais, mais on n'a pas ces personnes ne passent pas les concours. Forcément, à un moment donné, il faut passer par d'autres biais, je crois. Et alors juste, au-delà effectivement, dans le rôle central de la formation, rappelons quand même que les écoles, il y a quelques années, avaient refusé qu'on leur mette de force, si je puis dire, un module de lutte contre les stéréotypes. C'était la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, qui avait essayé de mettre un module de lutte contre les stéréotypes que les écoles, reconnues par la profession, comme on dit, avaient refusé à l'époque. Alors c'est très bien que maintenant, elles évoluent presque contraintes et forcées, en fait, un peu comme toutes les autres institutions. Mais il faut quand même faire ce petit rappel. Et juste, allez-y. Justement là-dessus, l'association des journalistes LGBTI, elle propose des formations dans les écoles. Alors c'est qui veut évidemment, mais des formations sur un... Alors, nous, on s'occupe beaucoup du meilleur traitement des questions LGBTI, mais aussi sur comment on gère ça dans des rédactions. Donc il y a des solutions qui existent. On en a fait au CFJ, on en a fait à l'ESJ, ailleurs. Et voilà, la tribune qu'on a signée avec Prenons la Une dans Le Monde, c'était aussi pour dire des solutions existent, quoi, et on en propose. Alors justement, juste avant d'arriver sur les solutions concrètes, parfois on nous dit, bon voilà, en même temps c'est intéressant la presse, mais enfin c'est ni plus ni moins que le reste de la société, que les autres milieux professionnels. Il y a juste peut-être une spécificité sur laquelle je voudrais vous interroger, c'est est-ce que pour vous, il y a aussi une responsabilité particulière dans le milieu de la presse, lié au fait que ça aurait une conséquence sur le traitement éditorial des questions liées à l'égalité, liées aux violences sexuelles, liées aux questions de genre, liées aux questions de race, et que du coup, vous l'avez un peu évoqué déjà, Aurélia, mais voilà, que cette endogamie à la direction des journaux et même dans les rédactions parfois, a des effets éditoriaux et donc des effets dans le débat public, en fait, sur la place de ces questions dans le débat public. Je ne sais pas qui, Aurélia, peut-être, voulait commencer. Je pense que c'est très net. On en reparlera peut-être, mais à l'AFP, là, on s'est doté d'un guide de bonnes pratiques sur justement la façon dont on parle des faits divers, sur la nécessité de citer davantage d'expertes, etc. L'initiative, elle est venue de femmes de la rédaction, ma collègue Pauline Talagrand et moi. Et c'est vrai qu'on remarque qu'il y a quand même... Qu'on le veuille ou non, quand il y a des femmes dans un service, on va s'interroger sur la charge mentale, on va s'interroger sur ce genre de sujets qui sont un peu des sujets de bonnes femmes. Et alors quand en plus vous avez une femme chef de service, alors là c'est bingo parce que ça ne devient plus un sujet de bonne femme, ça devient un sujet tout court qui intéresse tout le monde. Et voilà, et là vous avez même des hommes qui candidatent pour être sur des postes qui s'occupent des questions liées aux femmes. Mais évidemment que c'est important et que la responsabilité de la presse elle est importante puisque la presse c'est aussi un lieu de pouvoir. On choisit des infos, on passe notre vie à choisir qu'est-ce qu'on traite, qu'est-ce qu'on ne traite pas, en fait, à sélectionner. Et ce qu'on écarte, c'est aussi révélateur que ce qu'on traite, en fait. Et je pense que quand il y a des femmes qui sont là, quand il y a des personnes LGBT, quand il y a des personnes de la diversité, des personnes racisées, eh bien, les sujets, ils émergent parce que tout à coup, il y a d'autres intérêts, d'autres sensibilités, d'autres langages, d'autres codes qui arrivent. Et c'est normal. Et moi, je pense que c'est primordial. C'est comme ça que les problématiques elles émergent en fait en diversifiant nos rédactions.
je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est clair que quand on est journaliste, surtout dans des médias à forte audience, on crée de la norme, quoi. Donc forcément, quand on répète sans cesse crime passionnel pour parler de féminicide, fatalement, ça percole dans la société, quoi. Mais ce que je voulais dire aussi, encore une fois, je partage ce qui a été dit, c'est que ce qu'on nous vend aujourd'hui comme étant de l'objectivité, c'est-à-dire des hommes blancs qui dirigent les médias, ce n'est que la subjectivité des dominants. Pardon. Et donc, forcément, multiplier les points de vue, ça change complètement la donne, quoi. On n'est pas tous et toutes à la même place dans la société. C'est pareil pour les journalistes. Et ça sera encore mieux le jour où les formations ne seront plus toutes les mêmes. Mais voilà, c'est contre ça qu'il faut lutter, je crois. Moi, je tiens à rajouter aussi qu'un exemple très frappant en fait, de ça, c'est la couverture de Bertrand Cantat aux Inrocks, en fait, qui a été validée par un des membres de la Ligue du LOL, défendu contre toute la rédaction. et effectivement, je pense qu'en fait, quand on a plus de diversité et même plus de femmes, au moins on peut avoir une discussion, au moins on peut avoir un débat et décider... Par exemple, je pense que cette couverture ne serait peut-être pas passée comme ça, ce dossier ne serait peut-être pas passé comme ça s'il y avait eu une femme rédactrice en chef ou directrice de rédaction. Je sais pas, je m'aventure, mais je pense qu'en tout cas, si cette femme avait pris cette décision-là, elle l'aurait fait... Elle aurait autre chose à dire que non, mais en fait, on aime bien Bertrand Cantat quand même. Ça me fait penser à l'article qui a été publié la semaine dernière dans le New York Times sur la Ligue du LOL, qui remarquait que, tiens, précisément, c'est en France que MeToo avait eu le plus de résistance dans les médias, quoi. Comme c'est étrange. C'est étrange, ouais, voilà. Ouais. Marie-Hélène, je viens avec toi sur le dernier chapitre de la conversation qui est sur plutôt l'aspect solution. Il faut rappeler que tu es directrice générale de Mediapart, mais tu travaillais auparavant dans des secteurs qui n'avaient rien à voir avec la presse, avec le journalisme. Donc déjà, première question, quand tu trouves ce milieu-là, quelle réaction tu as sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a des choses qui te frappent? Et ensuite, plus concrètement, à partir de quand, en termes chronologiques, dans Mediapart, cette question commence à être traitée, à être discutée en interne? Comment ça se passe? Quelles sont les principales étapes? Alors sur le milieu de la presse, entre guillemets, par rapport au milieu sur lequel j'avais travaillé préalablement, j'en sais rien parce que je ne connais que la presse à Mediapart, ou via Mediapart. Donc c'est sûr que préalablement, j'ai travaillé dans des environnements très masculins et j'étais quasiment toujours la seule femme. Ou alors, ça a évolué un peu dans le temps, mais la seule femme dirigeante, la seule femme créant son entreprise, etc. Sur l'évolution à Mediapart, alors malheureusement, je crois que je vais vous décevoir un peu sur les solutions. En fait, il y a eu 3 phases. C'est-à-dire qu'en gros, au début, sur les premières années, on était en survie, une toute petite équipe. Et l'enjeu, c'était vraiment que le journal existe et réussisse. Ensuite, il y a eu une deuxième phase où on a commencé à être à l'équilibre puis à gagner de l'argent. Et là, on a créé beaucoup de postes, on a recruté beaucoup de personnes pour développer l'équipe. Et on a, à ce moment-là, donné des règles de base qui sont parité, donc équilibre entre nombre de femmes et nombre d'hommes, même si on n'arrive pas toujours à le faire à l'intérieur des services, parce qu'il y a des métiers comme la technique où il y a très peu de femmes, ou comme le marketing où il y a très peu d'hommes. Mais en tout cas, volonté de parité et parité exacte entre nombre de femmes et nombre d'hommes collaborant à Mediapart. Deuxième chose, stricte égalité des salaires. Troisième chose, stricte égalité de l'encadrement, que ce soit les directions des services, où il y a aujourd'hui plus de femmes que d'hommes, ou du comité de direction, où il y a aussi plus de femmes que d'hommes. Stricte égalité aussi et parité sur les représentants du personnel élu. Et donc voilà, donc en gros, on avait tout bon. Et puis est arrivé 2016. Et 2016, en fait, il y a eu 2 prises de conscience en même temps. Il y a eu d'abord l'affaire Baupin. Alors, on l'a rappelé sur le plateau précédent et dans les témoignages. C'est-à-dire qu'en 2016, on était très loin de ces premiers éléments de témoignages, de MeToo, etc. Et je pense que ça nous a tous, devant la force des témoignages et ce qu'on découvrait, ça nous a tous à la fois individuellement interrogés en disant est-ce que mon comportement
n'est pas enfin, est honnête et humain et pas déviant? Et deuxièmement, est-ce que collectivement, on fait ce qu'il faut dans l'entreprise pour à la fois la responsabilité de l'employeur, mais le fait de la qualité du travail? Bon. Et là, je crois que alors, ce sont quelques femmes journalistes qui ont mené une enquête très, très factuelle, très objective, et on a découvert en fait qu'on était totalement dans l'illusion de l'égalité, bien qu'on ait toute cette parité et sur le papier on avait tout bon, et au point que, alors qu'il y avait quasiment autant de femmes que d'hommes dans les conférences de rédaction, il y avait une prise de parole des femmes de 20% du temps et une prise de parole des hommes de 80% du temps. Et après, tout ce que vous avez décrit en disant les sujets traités où on ne met pas assez en évidence les femmes, les intervenants sur le plateau où on n'était pas assez équilibré, avec toujours veiller à ce qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, la mise en avant des contenus, etc. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on change notre mode de comportement. Et ça a été vraiment, je pense, une prise de conscience collective, avec d'abord le collectif des femmes, puis collectif de l'ensemble. Et on a lancé un premier cycle de formation qui s'appelait, alors j'ai ressorti le papier, formation de sensibilisation à l'égalité et aux stéréotypes sexistes. Et ça a été envoyé en fait par le CHSCT à l'ensemble du personnel de Mediapart, avec un objectif: déconstruire ces idées reçues sur l'égalité femmes-hommes et le harcèlement sexuel, renforcer ses connaissances, lois, outils, structures de référence, et être capable de prévenir et d'agir au quotidien dans sa structure. Et en gros, c'était marqué tel quel, présence fortement obligatoire. C'est-à-dire qu'en gros, voilà. Et donc, fortement obligatoire, y compris, c'était toujours dans le même appel, y compris de la totalité de la direction. C'est-à-dire qu'on a tous fait cette formation, et je crois que là, vraiment, on a tous eu un déclic en disant, mais il faut qu'on change notre comportement à tous, sinon ça ne changera jamais. C'est-à-dire que naturellement, ça continuera à être déséquilibré, même si on en change théoriquement les structures de décision, même si on veille à tout ça, il faut aller sur le process du comportement. Et donc il y a eu un long cycle de formation, il y a eu ensuite 2 réunions collectives de femmes, toute une liste de propositions pour être vigilant sur tel et tel point, le temps de parole, etc. Les sujets traités, l'image portée à l'extérieur, pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui représentent Mediapart à l'extérieur. Enfin, tout ce qu'on dit là, il faut se l'appliquer à soi-même. Et tout ça est un long process, ça prend beaucoup de temps, je pense que les choses évoluent, mais le chemin est long, quoi. Enfin, on a encore beaucoup de... Et là, on est arrivé à une deuxième phase qui est vraiment, parce que vous l'avez aussi beaucoup dit, on s'aperçoit que les témoignages, on ne fait pas tout bon, hein, et on a plein de choses qui ne vont pas. Et on s'aperçoit notamment que les témoignages arrivent beaucoup trop tard. Et il faut vraiment, et ça c'est une formation qui est en train d'être mise en place là, qu'il y a une procédure d'alerte pour tout cas d'agression discriminatoire ou d'harcèlement sexiste ou sexuel, et qui est tout, pas qu'il y a l'écoute maintenant, mais qu'il faut qu'il y ait la possibilité d'aller, comme vous le disiez, ça concerne toujours les personnes faibles, les personnes dans des situations fragiles, les personnes pas bien dans leur peau à ce moment-là, et ce sont ces personnes-là qui sont en difficulté, et ce sont ces personnes-là qui ont le plus de difficultés pour aller dire j'ai un souci, il faut qu'on en parle. Et donc ça, c'est vraiment une deuxième phase qu'on essaye de mettre en place. Et peut-être quelque chose qui peut dépasser le cas de Mediapart. D'ailleurs, quand ces formations sont mises en place, du coup, on va chercher des cabinets de formation. Enfin, à quel type de profession on s'adresse? J'imagine qu'on va chercher à l'extérieur des ressources qu'on n'a pas forcément en interne. Oui, mais ça, effectivement, on est allé chercher des... Alors, vous disiez qu'il y avait des groupes LGBT qui font des formations, mais il y a énormément de groupes, finalement, ou d'organismes qu'on peut solliciter pour dire, écoutez, aidez-nous à faire prendre conscience de nos comportements et aidez-nous à changer ces choses-là. Et ça marche aussi, il faut le reconnaître, ça marche aussi parce qu'on a un collectif d'hommes
qui aussi travaille sur ça. C'est-à-dire que ce n'est pas les femmes contre les hommes, c'est qu'il y a aussi, je pense, une volonté de la plupart des hommes travaillant à Mediapart d'être solidaires de ça et de veiller aussi eux-mêmes à faire évoluer leur comportement qui peut-être, dans certains cas, malgré eux, continuent dans un mécanisme précédent. Et pour faire un peu écho à ce que disait Marie-Hélène à propos de Mediapart, Aurélia, à l'AFP, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de l'initiative que vous avez prise à plusieurs, d'interpellation de la direction, qui ensuite vous a confié une sorte de rapport, de mission, voilà, sur comment améliorer la situation de l'AFP? Ouais, c'était à l'époque où moi j'étais au service des infogénés, et avec ma collègue, un jour, on a vu arriver une énième dépêche sur un fait divers avec une formulation... pas ivre, virgule, il frappe sa femme, ou alors le steak n'était pas cuit, il massacre sa conjointe. Non, mais voilà. Et un jour, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait de bons mots sur aucune violence que sur les violences faites aux femmes? Et pourquoi et même si ce sont des procureurs, par exemple, qui vous parlent de crimes passionnels, etc., est-ce qu'on est obligé de mettre ça en titre de notre dépêche, sachant que... Et donc, on s'est dit... Voilà, alors réfléchissons. Maintenant, on va réfléchir à ça. Et puis, alors, on a commencé à tirer la pelote, on a commencé à compter le nombre de femmes dans les dépêches, ça n'allait pas du tout. On a commencé à s'intéresser à la féminisation des noms. Alors, on a eu des débats avec les collègues qui disent « Moi, vivant dans une dépêche de l'AFP, l'ambassadrice sera toujours la femme de l'ambassadeur. » On s'est dit « Oula, ça part mal. » Mais en fait, ça a été extrêmement constructif. Donc, on est allé voir la photo, la vidéo, etc. Mais le déclencheur, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été cette prise de conscience qu'il y avait un traitement des violences faites aux femmes en fait divers qui était parfois sur un mode pas graveleux, mais presque. On cherche un peu le divertissement, etc. On s'est dit, bon, ça n'est pas possible, on ne fait ça pour rien d'autre. Et je ne pense pas qu'on était dans une situation vraiment catastrophique, mais il y avait encore quelque chose. Et donc, on est allé monter voir la directrice de l'information, donc une femme, qui était une de celles qui avait cassé le plafond de verre, qui nous a dit, mes cocottes, allez hop, vous allez me faire un rapport, on va faire des préconisations. Donc, on a pris des préconisations. On a une de nos initiatives, c'est notamment qu'on a demandé un regard extérieur. Donc, on a une sociologue spécialiste des médias et des questions de genre dans les médias qui audite un peu notre production. Alors, c'est pas forcément un exercice très agréable, ni très flatteur. On a demandé la féminisation des noms avant l'Académie française, si un jour elle s'y décide. Et voilà. Et non, mais c'est ce genre de choses. On a dit voilà, sur les violences conjugales, les faits, rien que les faits, pas d'appréciation, pas de jeu de mots. Les expertes, on va un peu dépoussiérer les carnets d'adresses et puis on va chercher des experts. Mais comme dit, ça met très longtemps. Les femmes journalistes ne sont pas des alliés naturels non plus. Il faut mettre les hommes dedans et ça va prendre très longtemps. Et c'est une vigilance qu'il faut maintenir et institutionnaliser autant que possible. Mais comme dit, ça ne résout pas tout. Rachel ? La pente naturelle, si je puis dire, elle est au sexisme. On baigne dedans et à toute forme de discrimination. Et c'est pour ça que, je vais être un peu lyrique, mais l'égalité, c'est un combat, quoi. Ça demande de la vigilance quand il y a une volonté de changer les choses, et ça demande un rapport de force quand on rencontre un petit peu plus de résistance, quoi. Mais effectivement, c'est pas toujours comment dire, très facile. Parfois, on se rend compte qu'en fait, on fait des choses mal ou moins bien qu'on pourrait le faire. Mais je pense qu'on en ressort grandi. Je pense que penser contre soi, je pense que c'est une position éminemment journalistique. Ouais, puis moi, je tenais à rajouter aussi, je sais que la société française a un peu peur des quotas à l'américaine. On se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer si on met ça en place? Mais moi, une réflexion que je me fais, et je pense que pas mal de gens se la font aussi, c'est qu'au final, dire, oui, on ne va pas recruter sur le genre ou sur la couleur de peau, c'est pas bien. Au final, c'est ce qu'on fait déjà. Quand on n'a que des hommes blancs à la direction des grands médias français ou quand on a ce plafond de verre, c'est ce qu'on fait déjà. On recrute en fonction de la couleur de peau et en fonction du genre. Puis, à chaque fois qu'on se met à compter, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez fait à l'AFP, mais d'autres l'ont fait. L'Obs l'a fait récemment. À chaque fois qu'on se met à compter, on s'aperçoit que les femmes, elles sont minoritaires, mais pas qu'un peu dans les articles, dans les reportages, etc. C'est la sociologue Nelly Kemener qui avait remarqué il y a quelques années qu'il n'y avait que 25%, je crois, des nécrologies qui étaient consacrées à des femmes. C'est sidérant. C'est sidérant. Donc, en fait, on a tout intérêt à compter pour montrer que la différence est immense. Et donc, il y a un énorme boulot à faire.
Justement, pour poursuivre ce que vous disiez, je reviens sur l'exemple de l'AFP. Est-ce que vous entendez souvent cette objection, on ne va quand même pas tordre la réalité, on est là pour rapporter des faits. Même quand je dis ça parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend dire, on va mettre plus de femmes dans les dépêches, plus de femmes dans les articles, plus de femmes à la une. Souvent, l'objection, c'est de dire, bah oui, mais c'est pas la réalité. Oui, le monde étant masculin. C'est sûr, vous allez à un sommet du G20, un truc comme ça, oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein, je veux dire, à part Angela Merkel là dans un coin. Non. Alors après, oui, mais alors ça, c'est. Moi, je veux bien quand vous parlez du milieu politique, mais là, on a par exemple une représentation nationale, l'Assemblée nationale est féminisée comme jamais. Est-ce que pour autant il y a eu un bond du nombre de femmes députées qui sont interrogées? J'en suis pas certaine. Encore une fois, il faudrait compter peut-être, mais j'en ai pas l'impression. Et quand on va faire du reportage, en fait, quand on sort, quand on va sur le terrain, etc., quand on va voir les gilets jaunes, quand on va voir des enseignants, etc., pourquoi là, quelle serait la justification de donner plus la parole à des hommes? Et même dans ces cas-là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des biais, et je pense la plupart du temps complètement inconscients, qui font qu'on va privilégier les interlocuteurs. C'est ce dont certains et certaines journalistes dans cette rédaction se sont rendus compte, en fait, en comptant ce qu'ils écrivaient. Oui, mais c'est pour ça, il faut compter. C'est pas agréable, ça nous fait pas plaisir, on en ressort pas très très fiers, mais à un moment, il n'y a que ça de vrai, hein, les statistiques. Et vous, Mélanie Mwanga, parce que c'est lié en fait, comment vous avez échappé à l'étiquette, du coup, vous êtes journaliste militante? Parce que souvent, quand on dit justement, en fait, quand on lutte contre les stéréotypes dans la presse, souvent, on vous accuse d'être militant et donc de plus vraiment être journaliste. Comment vous avez justement contourné cette étiquette et comment vous avez... Je dirais que je n'ai pas nécessairement cherché à la contourner. En vrai, je le porte sur moi. C'est quand je travaille dans une rédaction et que je suis la seule personne racisée. Je n'ai pas nécessairement cherché à échapper à cette étiquette parce que pour moi, le journalisme doit rendre compte de la société, mais doit aussi peut-être ouvrir des pistes sur un meilleur futur possible. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a nécessairement... bloquée de me dire oulala, si je parle de féminisme, je vais être vue comme quelqu'un de militant, parce que pour moi, j'ai commencé mon premier stage, c'était en 2011, en pleine affaire DSK, et j'étais dans une rédaction qui était à 100% pro DSK, donc c'était un peu bizarre. Et c'est là où je me suis dit, bon, c'est bien aussi qu'il y ait des gens comme moi, au final, et qui portent un autre regard sur la société, qui apportent autre chose. Disons que c'est pas quelque chose dont je me suis vraiment souciée. Puis je pense que ça, en tout cas, moi, je m'épanouis bien en tant que traiter des sujets qui, je pense, ont tout à apporter à la société. En tant que maître du temps, j'annonce la dernière question de ce plateau. Dernière question, et Marie-Hélène, c'est pour toi. Parce que tu en parlais tout à l'heure, comment on fait l'égalité salariale dans une rédaction, dans un journal? Je dis ça parce que dans toutes les entreprises, c'est difficile. Mais alors, dans la presse, c'est vrai que c'est particulièrement le cas. Comment on fait pour justement faire cette égalité? Je peux en témoigner, ce n'est pas un slogan publicitaire. Alors, pour ce qui est des salaires des journalistes, en fait, ils sont strictement calculés sur l'ancienneté professionnelle. Et l'ancienneté professionnelle, c'est la carte de presse. Donc, tant d'années de carte de presse égale tel salaire, avec donc des paliers successifs au fur et à mesure de l'augmentation de l'ancienneté professionnelle. Donc on a stricte égalité de salaire, que ce soit femme ou homme. Alors malheureusement à Mediapart, on a un peu plus d'hommes, un peu plus âgés. Donc la moyenne n'est pas exacte si on regarde le salaire moyen des femmes journalistes et des hommes journalistes, mais c'est juste parce que aujourd'hui, il y a un peu plus d'hommes avec un peu plus d'ancienneté professionnelle. Mais sinon, la règle est simple et du coup, c'est une stricte égalité de salaire. Bien, je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation. Merci à tous ceux qui ont suivi ce Mediapart Live, aux équipes qui l'ont préparé. Et on se donne rendez-vous pour le live dans ces murs le 20 mars, dans un mois tout pile. Mais tous les mercredis, maintenant, vous pouvez retrouver du contenu vidéo sur Mediapart, soit des entretiens du studio, soit des documentaires qui sont en accès libre, spécialement le mercredi soir à partir de 18-19h. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.